Il n'y a qu'eux qui ont besoin de millions d'euros pour se donner du mal. Non, on n'a pas besoin d'incitation sans limite. Personne ne fonctionne comme ça. Personne ne fonctionne comme ça. Il y a une infime minorité de malades mentaux qui ont besoin de millions d'euros pour se donner du mal et qui ne servent à rien. On peut les mettre dans des hôpitaux pour les soigner parce qu'ils sont malades, des malades mentaux. Pour résumer en quelques mots là où j'en suis en ce moment, je dirais que pas de prospérité sans monnaie publique, pas de monnaie publique sans démocratie, digne de ce nom, donc un mot à définir, et pas de démocratie donc sans tirage au sort. L'élection est antidémocratique, en tout cas l'élection généralisée. Une démocratie digne de ce nom peut très bien pratiquer sur tel ou tel point l'élection. Par exemple, si on a besoin de militaires qui ont une compétence, et donc dans ce cas-là, l'élection se défend très bien. Mais en politique, la démocratie, c'est le tirage au sort. C'est-à-dire que on part du principe discutable, hein, tout le monde n'est pas forcément démocrate. Mais l'idée démocrate, c'est que nos opinions se valent, et politiquement, nous sommes égaux, politiquement. Pas en puissance, pas en intelligence, pas en richesse, en conditions sociales. Là, on est très inégaux, on sait ça. Mais si on est démocrate, on postule que politiquement, nos opinions se valent. Politiquement, nous sommes égaux. Et donc, politiquement, nous sommes tous potentiellement gouvernés et gouvernants. On peut défendre l'idée que nous avons besoin d'élites pour nous gouverner de bonne foi, en le croyant vraiment. Moi, je pourrais entendre ça si ces élites étaient sous un contrôle sourcilleux et quotidien, révocables en cas de faute, révocables immédiatement en cas de faute, ayant des comptes à rendre, des comptes stricts, sévères, avec des punitions à l'issue de leur mandat. Moi, je serais tout à fait prêt à entendre ça. Je ne suis pas fermé, moi, à l'idée d'une aristocratie, d'une véritable aristocratie. Pas du tout l'escroquerie de l'aristocratie héréditaire qui est du foutage de gueule intégral. C'est-à-dire que, prétendre que de père en fils on est les meilleurs, c'est vraiment se foutre du monde, évidemment. Mais une véritable aristocratie qui permettrait au corps social de choisir en lui-même librement ceux qu'il considère les meilleurs, sans même qu'il soit candidat. Parce que souvent les candidats au pouvoir ne sont pas les meilleurs. Ce sont les meilleurs pour accéder au pouvoir, mais pas les meilleurs pour l'exercer. Si nous étions capables de désigner librement, par élection, sans candidat, les meilleurs, si nous étions capables de les contrôler tous les jours pour vérifier qu'ils sont bien toujours les meilleurs, si nous étions capables de les révoquer dès qu'ils défaillent gravement, et de les obliger à rendre des comptes avec des mandats courts. Remarque, s'ils étaient vraiment sous contrôle, les mandats pourraient même être plus longs. S'ils étaient révocables à tout moment en cas de faute grave, les mandats pourraient être plus longs sans que ça pose problème. Donc une véritable aristocratie, ça me paraît plus désirable qu'une démocratie. Ça me paraît, à mon avis, plus prometteur. Mais on est à 1000 lieues du régime actuel. Le régime actuel ne donne pas le pouvoir aux meilleurs, il donne le pouvoir aux plus riches. La corrélation entre les passages à la télé des candidats et leurs résultats aux élections est parfaite, pratiquement parfaite. C'est-à-dire que plus vous passez à la télé, meilleurs sont vos résultats à l'élection. Absolument, arithmétiquement quasiment. Donc l'élection, elle est quasiment offerte, la victoire à l'élection est offerte à celui à qui on donne les passages médias, les passages télé. Les passages télé, les passages journaux, les passages... Et il se trouve que précisément les télés, la plupart des télés, les journaux, la quasi-totalité des journaux, les radios, la plus grande partie des radios, ont été achetés, pris en contrôle par les plus riches d'entre nous, et les marchands de canons, les banques et les marchands de canons.
il me semble que l'élection permet aux riches d'acheter le pouvoir. Vous dites complotisme. Le mot isme en français c'est péjoratif, hein, souvent. Et ça voudrait dire que je verrais des complots partout. Mais ça, il faudrait le démontrer que quand je dénonce un complot, c'est la énième fois, l'énième complot, il y a des complots partout. Je ne prétends pas qu'il y a des complots partout. Quand je vois un complot, quand j'ai l'impression de voir un complot, c'est-à-dire une intrigue secrète menée au profit d'une petite poignée d'individus dans un objectif contraire à l'intérêt général, donc et en secret, ouais, c'est quand même une définition assez basique et je pense qu'il ne fait pas l'objet de débat. Des situations qui relèvent de cette définition, hein, arrangement secret au profit d'une petite bande et contraire à l'intérêt général, ben, il y en a beaucoup, oui, des complots, il y en a plein, ouais, il y en a plein. Et se débarrasser de la critique en parlant de complotisme, qui serait quoi, une maladie mentale, une paranoïa, ça médicalise l'adversaire, mais il n'y a pas le début d'un argument. C'est juste une insulte, comme dans une cour de récré, quoi. C'est sale con. Ouais, enfin, t'as dit sale con, mais ça ne vaut rien. Voilà, c'est juste une insulte complotiste. On traite quelqu'un de complotiste. On n'a même pas besoin de le démontrer. Simplement parce qu'il est en train de dénoncer un complot, en soi-disant réponse, on renvoie le mot complotiste et ça suffirait comme démonstration. Ça paraît incroyablement pauvre comme argumentation. Il n'y a pas de fait, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de logique. Il y a juste, on renvoie le mot complotiste. Je disais, revenez avec des arguments, mais pour l'instant, ça vaut rien, quoi. Hein. La réfutation des opinions dissidentes qui mettent en cause et qui critiquent les différents complots contre l'intérêt général, les différentes intrigues contre le bien commun, les différentes trahisons des gens qui nous représentent entre guillemets, mais qui en fait abandonnent notre souveraineté qui ne leur appartient pas à des institutions qui ne sont plus sous notre contrôle. Renvoyer à ces gens qui critiquent de façon très argumentée, très documentée, très sérieuse toutes ces intrigues et ces complots, leur renvoyer simplement la médicalisation, l'insulte de complotisme, si ça convainc quelqu'un, ce quelqu'un n'a pas de jugement, quoi. Il n'a pas de discernement. Ou il n'a pas de courage parce qu'on l'intimide, on lui fait peur. Si tu crois ce qu'il dit, alors que c'est un complotiste. Toi-même, tu vas devenir, et attention si tu deviens complotiste, et alors le gars a peur et est convaincu de ça. Quelle faiblesse, quoi. Hein, je veux dire, il faut être plus courageux que ça. Il y a des arguments, est-ce qu'il y a des complots ou pas de complots? Si vous trouvez qu'il n'y a pas de complot, c'est-à-dire qu'on prétend qu'il y en a et il n'y en a pas, bah, allons-y, étudions les faits, et puis voyons s'il y a complot ou pas complot. Parce que, par exemple, la régulation bancaire, que chacun nous vend, ou nous a vendu dans les différents discours de Toulon, ça dépend plus du pouvoir national. Ça dépend du comité de Bâle. Qu'est-ce que le comité de Bâle? C'est un comité de gouverneurs de banques centrales, de différents pays du monde, indépendants de leur propre gouvernement, indépendants, donc non élus, qui statuent entre eux et généralement en consultant des banquiers sur la régulation bancaire. Les banquiers sont les plus grands spécialistes et comme il n'y a pas de spécialistes parmi les clients, c'est les banquiers. On a trouvé des documents avec Christophe Dubois qui prouvent que les référendums, ils sont considérés comme tyranniques. Tueurs de traités, c'est l'appel au peuple qui est considéré comme tyrannique. Et Mario Monti était venu il y a 4 ans au Sénat, à Paris. À l'époque, il était relativement inconnu des Français, mais il a vu des phrases très claires. Ce qu'il appréciait dans l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, parce que ce n'est pas une remise en cause de la construction européenne, c'est de l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, ce qu'il appréciait, c'était qu'elle soit à l'abri des aléas de l'humeur de l'électorat et qu'elle soit éloignée des contraintes électorales. Moi, je ne peux pas être d'accord, en tout cas personnellement, avec mon ami. Je ne peux pas être d'accord du tout parce que l'explication est trop simple. On est vraiment dans la théorie du complot. Et finalement, ce sont ces gens-là qui manipulent, etc., qui s'installent et qui font de la politique. La présentation laisse à penser que c'est du complot. Tu es complètement dans la théorie du complot et c'est le problème de ta démonstration.
Complotistes, on est en train de traiter les gens de paranoïaques, en train de les médicaliser. Ça vaut rien. Donc, pour moi, je sais qu'il y a des gens qui font attention à tout ce qu'ils disent pour ne pas être rangés parmi les complotistes. Moi, de toute façon, je suis candidat à rien. Donc, vous pouvez bien me traiter de complotiste, ça ne me fera perdre rien. Je ne cherche pas à accéder à un poste ou à un autre. Vous pouvez bien me traiter de complotiste, bon, m'en fous, c'est pas grave. Par contre, ce que j'observe, c'est que de fait, nos élus, qui sont prétendument nos serviteurs et qui prétendument servent l'intérêt général, de fait, ces gens-là, qu'ils soient étiquetés de droite, mouvement populaire soi-disant populaire, ou qu'ils soient étiquetés de gauche, soi-disant socialiste, ces gens-là ont tous une politique que moi j'appelle de droite dure, hein, c'est-à-dire la politique qui sert les plus riches. Tous ces gens-là donnent tout aux banques, des centaines de milliards d'euros aux banques, et rien à nous. Ils nous retirent, ils nous pompent, ils nous augmentent les taxes, les impôts, diminuent les prestations sociales. Ces gens-là sont des traîtres absolus. Voilà. Ils nous amusent avec une ligne de fracture qui serait la position sur l'avortement, la position sur le mariage des homosexuels, la position sur la peine de mort. Je me suis fait une promesse que je vous dirais, Madame Le Pen, les yeux dans les yeux, que c'est absolument gerbant de reparler de la peine de mort, alors que c'est une véritable avancée de civilisation, que c'est démago et politicard et que c'est votre truc, mais quand même, quand on est aussi on doit être un peu au-dessus de la manière dont on conçoit les choses, je pense que vous ne devriez pas faire ça, voilà. Madame, excusez-moi, mais si ce sont mes opinions, vous considérez que je n'ai pas le droit de les exprimer? La démocratie s'arrête si on est d'accord avec vous. Non, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. Je dis que c'est une avancée de civilisation, je dis que tous les pays qui ont aboli la peine de mort, et la France a été un des pays les plus tardifs à le faire. Compte tenu de l'explosion de la criminalité, je ne suis pas sûr qu'on soit dans l'avancée de civilisation, vous voyez, en France. Et qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Voilà, alors ça devrait être ça, nos lignes de clivage. Et la ligne de clivage riche-pauvre ne compte plus pour rien. Voilà. On peut être aussi bien à gauche qu'à droite, on peut servir impunément les intérêts des riches, et finalement le clivage gauche-droite est ailleurs. Non, je suis désolé, je trouve qu'on n'a que des gouvernements de droite. Les riches ont pris le contrôle de tous ceux qui sont à droite et à gauche, font la pluie et le beau temps pour leurs intérêts. On n'est pas du tout, évidemment, en démocratie, on n'est même pas en gouvernement représentatif, on est dans une plutocratie, c'est-à-dire le régime des riches, par les riches, pour les riches. Et depuis le départ, depuis 1789, depuis Sieyès, hein, depuis 1789, ceux qui ont fait la Révolution française, ceux qui ont affamé le peuple pour qu'il se révolte et renverse ses maîtres, et qui ont mis à la place, qui ont pensé, voulu voter les institutions de remplacement, savaient qu'ils ne mettaient pas en place la démocratie, et ils ont mis en place une plutocratie, c'est-à-dire le régime des riches. Bon, voilà, Galbraith, maintenant Stiglitz montrent que le ruissellement, ça ne marche pas du tout. D'ailleurs, ça n'a jamais marché. C'est une vue de l'esprit. Les riches, par la façon dont ils créent l'argent, la façon dont ils accumulent l'argent, la façon dont l'argent leur permet, quand on l'a en grande quantité, leur permet, par le simple fait qu'on a de l'argent, d'en gagner encore plus, donc produit lui-même de l'argent. Les riches se sont mis en situation d'être indispensables pour déclencher les processus de production. Et donc après ça, ils se présentent comme étant la condition sine qua non de la production de richesse. Patrick se consacre à ses passions, l'écriture, les animaux sauvages et le voyage. Grâce au miracle de la bulle Internet et à son instinct d'entrepreneur, Patrick a gagné ses millions très vite, en quelques années. Trop d'argent, trop vite, il accepte d'en débattre avec nous. L'argent que j'ai, je ne l'ai pas pris, je l'ai gagné et j'ai créé de la valeur. J'ai créé de la richesse pour la France. Je crée de la richesse, je crée plus de 1000 emplois, la société paye des impôts, je paye plusieurs millions d'impôts, on me dit
Monsieur Jacquemin, est-ce que vous êtes bien à l'aise d'avoir de l'argent? Où est le problème? La principale cause de la création de richesse, ce serait les riches. Mais c'est une blague. Ça n'a jamais été l'argent qui crée les richesses, c'est le travail des hommes qui crée la richesse. Ce sont les travailleurs, et ce n'est pas le capital qui crée. Les machines, donc le capital, une façon d'utiliser le capital, que sont les machines, permettent de booster, d'améliorer, de rendre plus efficace le travail. Mais in fine, le plus important, c'est bien le travail. Et les machines, leur puissance, c'est du travail accumulé. C'est le travail des gens, c'est pas du tout l'argent. Le système monétaire qui est le nôtre, la nature de la monnaie qui est la nôtre, nous met tous, la multitude, le plus grand nombre, les 99%, nous met dans les pattes des riches, qui créent de toutes pièces une situation de rareté, et donc de peur de manquer, et donc de cupidité générale. Compétition, cupidité, peur de manquer générale, mais qui n'est pas nécessaire, qui est liée à la monnaie. Ce qu'il y a de terrifiant dans cette monnaie qui ne fond pas et qui donc peut servir de réserve de valeur, et donc fait l'objet de convoitises, et donc est accumulé par certains qui peuvent le faire, et donc manque aux autres, parce que ceux-là sont en train de faire des tas, donc les autres en manquent, et là ça crée le chômage. Ça crée le chômage mécaniquement. Vous manquez de signes monétaires, l'activité s'étiole puis s'arrête. Et quand vous recréez des signes monétaires dans les expériences de monnaie parallèle, c'est fabuleux. Dès que vous recréez les signes monétaires, l'activité reprend. Tout ce qui les bloquait, ces gens, tout ce qui les empêchait de faire, c'est de ne pas avoir de monnaie. C'est absolument central de comprendre l'importance cruciale de la monnaie dans l'activité économique. Lorsque l'on fait un emprunt dans une banque, la plupart des gens s'imaginent que la banque donne une partie de l'argent qui est dans ses coffres. Eh bien, pas du tout. La banque va en réalité créer l'argent qu'elle prêtera par une simple écriture comptable. Cet argent sera détruit au fur et à mesure que le prêt sera remboursé. Ce procédé se nomme tout simplement la création monétaire par le crédit. L'essentiel de la monnaie est de la monnaie dite scripturale, c'est-à-dire de la monnaie issue du crédit. Or, il y a un problème avec cette eau. Elle s'évapore. Et oui, puisque la monnaie provient du crédit, elle disparaît quand ces mêmes crédits sont remboursés. Il faut donc sans arrêt refaire couler le second robinet pour garder la baignoire pleine. C'est-à-dire que les États, les ménages et les entreprises doivent sans cesse emprunter auprès des banques pour que l'économie fonctionne. Deuxième problème, cette eau coûte très cher. En effet, les crédits accordés par les banques s'accompagnent d'un taux d'intérêt servant à rémunérer la banque. Il faut par conséquent payer perpétuellement des intérêts sur cette monnaie scripturale qui remplit l'économie. Et je peux vous le dire, cela représente un sacré pactole pour les banques et leurs créanciers. Respectant les règles qui ont été décrites, l'État français ne fait plus appel à sa banque centrale et paye donc des intérêts depuis 1973. Lorsque l'on somme ce qui a été payé en intérêts seul depuis cette date, on obtient le nombre remarquable de 1400 milliards d'euros. Pourquoi remarquable ? Parce qu'il est très proche d'une autre somme, la dette publique française actuelle, qui a augmenté sur cette même période de 1350 milliards d'euros. En clair, ce qui fait grossir la dette, ce sont tout simplement les intérêts de cette même dette. Une grande partie des pays de la planète baignent dans le même bain, à devoir faire des emprunts et payer des intérêts pour faire fonctionner leur économie. Pour rembourser ces emprunts et ces intérêts, il faut faire d'autres emprunts plus importants, qui amèneront d'autres intérêts plus importants aussi. On aboutit donc de cette manière à une dette qui se nourrit d'elle-même et grossit, 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 inévitablement. C'est-à-dire que notre système est condamné à toujours manquer de monnaie tant que... et nous conduit à emprunter à ceux qui sont les créateurs de monnaie. Et quand on cherche à comprendre qui sont les créateurs de monnaie, on s'aperçoit que c'est des acteurs privés qui ont un intérêt à ce que cette monnaie soit rare
parce que le prix c'est leur salaire, c'est leur revenu. Tout ça est fait en dépit du bon sens. Mais c'est notre faute, hein, c'est nous qui sommes incultes, qui ne savons pas comment ça marche, et qui donc n'arrivons pas, à voir la centralité de la monnaie dans nos problèmes économiques, et deux, donc du même coup, on n'arrive pas à penser les solutions. Donc moi je connecte ça, je connecte cette centralité de la monnaie dans nos problèmes économiques. Et cette urgence de reprendre le contrôle de la monnaie aux banquiers privés en disant ça c'est pas votre affaire, c'est notre affaire à nous publics. Notre collectivité veut gérer elle-même sa monnaie. On ne veut plus que ce soit des privés qui s'en occupent. On ne confond pas l'intérêt des banques privées avec l'intérêt général. On veut reprendre le contrôle de ça. Parce que quand vous voyez comment ça marche, la création monétaire, mais il y a de quoi descendre dans la rue et foutre le bordel, un bordel noir. Enfin, c'est incroyable. Le cas caricatural, c'est les Américains. Les Américains, avant 1913, ils avaient une banque centrale, mais qui était encore sous contrôle des citoyens, plus ou moins. Et puis, ils n'avaient pas d'impôt sur le revenu. La même année, les banquiers privés, 5 banquiers, ont réussi avec des manœuvres qui sont... Vraiment, il faut lire ça, quoi. C'est passionnant, il faut lire ça. 5 banquiers qui ont réussi à obtenir que quand l'État américain a besoin d'argent, il n'y a pas de problème. C'est nous, les banquiers privés, qui allons lui donner, qui allons lui prêter, avec un intérêt de 6%. C'est incroyable. C'est génial. C'est génial. Donc, depuis, alors ils n'étaient pas endettés à l'époque, du tout. Les États-Unis n'étaient pas endettés. Aujourd'hui, la Federal Reserve, alors ils ont décidé de s'appeler Federal Reserve pour que ça ne sente pas la banque centrale privée. Les Américains ne voulaient pas de banque centrale, ils ne voulaient pas la domination de Wall Street, ils ne voulaient pas, ils savaient que c'était dangereux, ils n'en voulaient pas. Et ils ont fait un truc malin, ils ont dit on va l'appeler Federal Reserve. Mais ils ont gobé ça, ils ont voté ça à Noël à l'arrache. Ils se sont fait enfumer. Et alors depuis, la dette ne fait que grimper, mais grimper. Et la même année, ils ont inventé l'impôt sur le revenu. C'est le même président Wilson qui a mis en place les deux. Je raccroche ça absolument de façon indissociable à ma découverte, mon travail, ma réflexion sur la Constitution. Une véritable aristocratie serait peut-être meilleure qu'une démocratie, mais en tout état de cause, véritable démocratie ou véritable aristocratie, nous ne sortirons de la plutocratie épouvantable dans laquelle nous vivons aujourd'hui que si nous écrivons nous-mêmes la Constitution. Tant que nous élirons l'Assemblée constituante parmi les professionnels de la politique, qui, par construction, parce qu'ils sont professionnels de la politique, ont un intérêt contraire à l'intérêt général. Ils ont un intérêt à instituer, au moment d'écrire la Constitution, ces gens-là ont intérêt à instituer leur propre puissance à eux, professionnels de la politique. C'est pas du complotisme, ça c'est de la logique simple. Un enfant comprend ça. Exactement. Je pense que les riches sont pas mauvais en profondeur. C'est pas parce qu'ils sont mauvais qu'ils deviennent riches. C'est parce qu'ils deviennent riches qu'ils deviennent dangereux. C'est-à-dire que vous et moi, si nous devenions riches, nous deviendrions très dangereux pour la société. Comme un drogué est prêt à maltraiter ses propres parents pour leur voler l'argent pour se payer la drogue dont il a besoin. Il n'est pas mauvais, c'est pas quelqu'un de mauvais ce drogué, c'est quelqu'un qui est tombé dans le piège de la drogue et qui en a tellement besoin après qu'il est prêt à maltraiter les gens qui sont autour de lui pour garder sa drogue. Eh bien, les riches et les gens qui sont au pouvoir, hein, donc le pouvoir et la richesse en argent sont deux drogues, c'est comme des drogues, dont le corps social devrait faire très attention et devrait éviter les accumulations. Accumulation de pouvoir, accumulation de richesse, c'est notre boulot, à nous les cellules, la multitude des cellules, à penser et donc vouloir et ensuite s'organiser pour faire disparaître les riches en pouvoir et les riches en argent.
non pas pour se débarrasser d'un tel et un tel, je n'essentialise pas les gens, voilà, je ne dis pas que lui, il est mauvais, je dis que notre corps social devrait éviter les accumulations de pouvoir et de richesse pour se protéger lui-même. C'est comme protéger du cancer, se protéger des exagérations, de ce que les Athéniens appelaient l'hubris. Il y a un proverbe africain, je crois, qui dit « plus le diable en a, plus le diable en veut ». C'est sans fin. Et il y a un très bon bouquin de Veblen, donc c'est début du XXe siècle. Ce gars-là démontre, en riant, parce qu'il se moque des riches, il démontre que le moteur de l'accumulation des richesses n'est que le mimétisme, la rivalité ostentatoire, la consommation ostentatoire. C'est-à-dire que, tu as un yacht, tu as fait un yacht de 2 mètres plus grand que le mien, je vais en faire un autre à mon tour de 4 mètres plus grand. Et c'est totalement du gaspillage, ça ne correspond plus du tout à des besoins. Ces gens-là sont en train de se faire la course entre eux, et c'est le sommet d'une pyramide sociale où entre eux ils se tirent la bourre pour donner de plus en plus de signes de richesse et donc de gaspillage. Et en fait, nous sommes tous sur ce modèle-là. Ce que dit Veblen, c'est que nous sommes tous, jusqu'en bas de la pyramide sociale, nous sommes tous mus par... Et on le sent ça, on voit bien qu'autour de nous, on a une partie de nous qui marche comme ça. On est mus, en partie au moins, par la rivalité ostentatoire. Ce désir est intérieur, parce que le désir subjectif ou objectif, c'est toujours une ligne droite. On part de l'objet pour aller au sujet, ou on part du sujet pour aller à l'objet. On désire un objet parce que cet objet est meilleur que les autres, ou c'est le sujet qui dit « moi, je désire ce que je veux, et j'ai élu cet objet-là. Pas parce qu'il est meilleur, c'est moi. Ça vient de mon moi profond. » Alors je pense que le roman montre toujours que derrière, il y a la bermaille, il y a les affiches, il y a l'odeur du monde, il y a M. de Norpois. Donc entre le sujet et l'objet, un médiateur. Un médiateur qui est capital. Qui est à la fois modèle. Modèle, et alors, s'il est trop proche, obstacle. Il devient obstacle. Et au fond, ce que dit Stendhal, c'est la même chose. Le monde moderne est un monde de rivaux malheureux, parce que ce sont des rivaux dans le monde du business et tout ça. Pas dans la chevalerie et des trucs lointains, métaphysiques, mais dans les affaires. Donc on est toujours malheureux parce qu'on a toujours un rival plus heureux, qu'on est obligé d'imiter. Si on possède l'objet, il n'y a plus de désir, déception totale. Et si on ne possède pas l'objet, on reste éternellement la langue pendante, n'est-ce pas, regardé par le rival qui... Le rival cherche autant à vous humilier qu'à posséder l'objet. Cette étude, cette analyse sert de fondement, je trouve, de fondement crédible, sérieux, justification à écréter, à dire, il y a un moment où il faut que le corps social décide que non, il y a un niveau de richesse et de revenus où il faudra, où nous, corps social, nous interdisons que ça monte, voilà, parce qu'on sait que c'est sans fin et ça nous entraîne dans un gaspillage qui n'est pas tenable. Non, mais il n'y a que qui ont besoin de millions d'euros pour se donner du mal. Non, on n'a pas besoin d'incitation sans limite. Personne ne fonctionne comme ça. Personne ne fonctionne comme ça. Il y a une infime minorité de malades mentaux qui ont besoin de millions d'euros pour se donner du mal et qui ne servent à rien. On peut les mettre dans des hôpitaux pour les soigner parce qu'ils sont malades, des malades mentaux, mais ils sont très peu nombreux. La plupart des gens, vous prenez n'importe quel médecin, une perle pour la société, quelqu'un qui sauve des gens, qui a passé 15 ans de sa vie pour devenir un orfèvre capable d'opérer un cœur à cœur ouvert, donc est capable de faire ça, il va se contenter de quelques fois le SMIC. Il n'a pas besoin de millions d'euros. Il n'a pas besoin. Son bonheur à lui, c'est bon, il faut qu'il vive confortablement, mais il n'a pas besoin d'incitation par millions. Quand vous gagnez déjà 10 fois le salaire minimum, mais vous êtes un nabab déjà. Et l'immense majorité de la population ne gagne pas ça. Mais la presque totalité de la population qui se donne un mal de chien
qui s'évertue déjà, qui donne déjà le meilleur d'elle-même, pour des sommes bien plus dérisoires, le monde entier fonctionne avec peu d'argent. Les pauvres n'ont pas besoin de beaucoup d'argent. Ils ont besoin de quoi vivre, mieux que le minimum pour être... Mais les incitations par millions, il faut être, j'allais dire taré, il ne faut pas dire taré. Il faut être malade, voilà, malade. Il faut être malade, il faut être complètement déformé par la cupidité pour n'être plus capable de se donner du mal sans gagner des millions. Voilà. Il faut être complètement décérébré peut-être par la télé, les films, le cinéma, qui donnent l'image de ces richesses incroyables. Et il y a des gens qui peut-être ne sont plus capables de se donner du mal que s'ils accèdent à ces démesures. Mais ce n'est pas du tout le cas général. Hein. La plupart des gens n'ont pas du tout besoin de ces incitations, comme disent les économistes. Non, je ne suis pas d'accord du tout sur le contre-argument qui dirait si vous limitez les revenus à, disons, 10 fois le SMIC, mais 20 fois, c'est déjà beaucoup trop. Hein. Ça pourrait être 4 fois. Alors, 4 fois. Si vous voulez 5 fois, 5 000 euros par mois, mais qui gagne ça? Qui gagne 5 000 euros par mois? Très peu de gens. Très peu de gens. Si on avait une échelle de salaire entre 1 et 5, admettons entre 1 et 10, mais c'est déjà trop, hein. Si on avait entre 1 et 10, on aurait tout ce qu'il faut pour motiver les gens pour travailler. Tout ce qu'il faut. Après ça, comme on disait tout à l'heure, plus le diable en a, plus le diable en veut. Si les gens savent qu'il y a moyen de gagner des milliards, ils vont rire avec votre 10 fois le SMIC. Ils vont dire non, moi, ils vont tordre le nez en disant moi je voudrais plus. Ok, mais ça c'est des caprices d'enfants. Et 1 à 30 était considéré comme une maladie mentale. Qui était ce banquier Morgan, je crois, qui disait moi, si je vois un industriel qui se paye lui-même plus de 20 fois plus que ses salariés, je lui prête pas d'argent, il est trop malhonnête ce gars-là. Et 20 fois, c'était déjà énorme, il se rendait compte du truc. 300 fois, je pense que les gens ne savent plus compter. Les gens ne font pas le lien entre cette maladie mentale qui consiste à en vouloir toujours plus, jusqu'à même affamer des populations entières pour être capable d'avoir cette fortune. Les gens ne se rendent pas compte comment le manque de limites, le fait que nous, la multitude, nous ne soyons plus capables d'imposer des limites en disant non, on ne gagne plus, à partir de temps, on ne gagne plus. Voilà, c'est pas possible de gagner. Chez nous, en tout cas, c'est pas possible de gagner plus. Et c'est pas possible non plus d'accumuler plus. Le patrimoine aussi doit être limité. Vous avez déjà 3 maisons pour vous tout seul, mais vous ne pouvez pas les habiter. Bon, ben, ça suffit là. Voilà, ça suffit. Vous ne pouvez pas en avoir 4. C'est ce qu'ils vont dire. Ils vont nous parler de l'investissement, c'est-à-dire que soi-disant les riches investissent. C'est juste pas vrai. Plus ils sont riches, plus ils vont jouer au casino, pour être encore plus riches parce qu'ils sont malades. Mais ils ne vont pas investir. On est en période là, ça fait des dizaines d'années qu'on est en sous-investissement chronique. Non. L'idée de Friot, de mutualiser l'investissement. C'est-à-dire, on arrête de distribuer l'argent sous forme de profit parce que ça ne nous revient pas, comme ils le disent, sous forme d'investissement. C'est pas vrai. Ça ne nous revient pas sous forme... Les riches ne nous renvoient plus l'argent qu'ils confisquent. Ils ne nous le renvoient plus sous forme d'investissement et donc d'emploi. Ils le gardent pour eux à jouer sur leur casino. On pourrait très bien dire, non mais ça suffit. On arrête de distribuer les dividendes, c'est fini, les dividendes, ça n'existe plus. On ne peut plus voler aux salariés toute cette richesse pour la distribuer à des rentiers qui ne travaillent pas, qui vivent simplement du fait d'être propriétaires. Ça, c'est fini. Par contre, cet argent qu'a créé l'entreprise, au lieu de le distribuer, on l'investit. Comment? Eh bien, on cotise, les entreprises cotisent. Cet argent-là, il n'est plus distribué aux actionnaires, il est distribué, il est prélevé, donné à des caisses, comme les caisses de retraite. Et les caisses de retraite distribuent aux entreprises, donc elles leur renvoient l'investissement en fonction des projets d'investissement qu'elles font, et les entreprises auront beaucoup plus d'argent à investir, mais 2
3 fois plus d'argent à investir qu'avec le système actuel dans lequel les entreprises n'arrivent pas à investir. Les entreprises qui ont besoin d'argent ne le trouvent pas. Il y a un nouveau modèle à créer, hein, un modèle de coopération qui va se substituer au modèle de l'égoïsme, du chacun pour soi, du selfishness, quoi, qui est à créer. Le modèle de Linux, moi c'est pour ça que j'adore Linux, moi, parce que c'est un modèle de coopération Linux. Coopération intelligente et productive. Attention, hein. C'est pas, ça prouve que la coopération parfois est plus productive que le selfishness, que l'égoïsme, que le marché. Donc ça, ben voilà, c'est ça qui est inventé. Alors ça peut venir, plus une bonne symbiose économie-écologie, bon, ben, on s'en tire. Sinon, bon, on va vers la catastrophe, hein, vers une catastrophe assez rapide, à mon avis, en plus. Assez rapide, ouais. Bonne implosion démographique, catastrophe écologique forte, une génération, quoi. Ça va vite, hein. 20 ans, ça va vite. Je ne sais pas si on est capable de sentir l'inflexion, le passage d'un cycle à l'autre quand on est plongé dedans. À mon avis, on n'a pas assez de recul pour pouvoir répondre à cette question-là. La fin du capitalisme, moi je ne vois pas ça du tout, hein. Enfin, je me trompe peut-être, mais je ne vois pas le capitalisme finissant. Je le vois triomphant et je vois plutôt des guerres qui arrivent et des camps de travail avec une domination des plus riches, avec un contrôle social. À mon avis, ça va être plus dur de résister. Donc je vois plutôt, moi, un risque d'abus de pouvoir et de camps de travail, avec une exploitation de l'homme par l'homme, l'exploitation des 99 par les 1, les 99,99% par les 1 pour 1000 qui auront la maîtrise de l'argent, du politique et des techniques de surveillance. Je vois plus ce risque-là que celui de l'effondrement du capitalisme, parce que l'effondrement du capitalisme, alors les comparaisons avec la crise de 29, d'abord, il me semble que les conditions sont bien plus graves, parce qu'à l'époque de la crise de 29, il n'y avait pas de chômage. Il n'y avait pas de chômage, et la crise de 29 n'a concerné que quelques pays, alors que l'ensemble du monde n'était pas concerné. En 29, sur le plan du crédit et de la création monétaire, on a les banques centrales et les banques ont fait le contraire de ce qu'il fallait faire. Ils ont fait vraiment des couillonnades, quoi, hein. Ils ont aggravé le truc en restreignant la quantité de monnaie en circulation, ce qui a été une catastrophe. On pourrait dire, mais à mon avis, il ne faut pas aller si vite, mais on pourrait dire aujourd'hui que nous avons, ayant tiré la leçon de 29, nous créons tout l'argent nécessaire pour nous sortir du pétrin, et que ça, c'est plutôt un côté, ça va mieux par rapport à 29 aujourd'hui, mais je crois que c'est pas vrai, parce que l'argent que nous créons, c'est pas à tombereau, c'est par wagon, c'est des trains de centaines de milliers, des milliers de milliards, c'est pas pour nous, c'est pour des gens, c'est pour les banquiers qui sont en faillite, mais en faillite de milliers de milliards. Donc ces gens-là sont en faillite frauduleuse, ils ont triché, ils ont menti, ils ont volé, ils devraient être en prison. Et au lieu de ça, ils sont au gouvernement américain, ils se font créer des milliers de milliards pour renflouer leurs comptes, pour que leurs comptes qui sont de façon désastreuse en déséquilibre reviennent à l'équilibre par magie, la magie de l'endettement des contribuables qui vont passer des années à payer des impôts pour les renflouer alors qu'ils devraient être en prison. Et finalement, l'argent qu'on leur donne, ils ne nous le reprêtent même pas. C'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à le récupérer pour faire redémarrer la machine. Cet argent disparaît dans un trou sans fond. Donc ça ressemble à 29. C'est-à-dire que la masse monétaire disponible, donc je distingue deux masses monétaires. La masse monétaire des truands entre eux dans leur casino, c'est une chose. Et puis notre masse monétaire à nous, les gens normaux, c'en est une autre. Et nous, notre masse monétaire est en train de... Parce que nous n'empruntons plus, nous avons peur de l'avenir, et nous continuons à rembourser nos crédits, donc la monnaie disparaît à l'occasion des remboursements, et elle n'apparaît plus à l'occasion des crédits, donc notre masse monétaire à nous, elle disparaît, et le chômage croît en même temps. Et ça ressemble à 29, ça. On a trop accumulé, on a trop privé les autres. Ils n'ont plus les moyens d'acheter notre camelote. C'est ce que Marx appelle les contradictions du capitalisme, c'est que le capitaliste est tellement cupide
qu'ils veulent tellement les travailleurs qu'ils ne leur laissent même pas de quoi acheter sa camelote. Et donc le système se casse la gueule en surproduction à chaque fois parce que c'est pas surproduction, c'est sous-salaire. C'est ça qu'on appelle les contradictions du capitalisme. Le capitaliste, s'il n'y a pas un socialiste pour lui piquer les flancs, pour l'inciter à distribuer plus de salaire, le capitaliste n'est pas capable de sa propre initiative, et on y est là en ce moment-là. Il n'est pas capable de distribuer assez de salaire pour que la machine marche. Et qu'on arrive que les travailleurs arrivent à acheter les produits. C'est ça, hein, le capitalisme. C'est toujours une course perpétuelle sur le temps. Il s'oblige à avoir des besoins qu'il n'arrive jamais à satisfaire. C'est-à-dire que, au fur et à mesure qu'il satisfait ses besoins, il y a toujours des besoins nouveaux qui apparaissent. Donc, il est dans la frustration perpétuelle. Et au bout du compte, il sait qu'il sera l'homme le plus riche du cimetière. C'est-à-dire qu'il accumule pour accumuler, quoi. Et là, il y a eu une dernière période de folie. C'est-à-dire que depuis 20 ans, il est allé dans une hubris, dans une démesure de l'argent, de la cupidité extraordinaire. Et à partir de là, peut-être que lui-même cherche à se détruire, c'est possible, mais il va détruire ceux qui vont avec lui, c'est-à-dire le monde qui l'entoure et les hommes qui le portent. Il y a une crise intellectuelle énorme, c'est-à-dire qu'on ne sait plus expliquer. On explique mal, c'est vrai qu'on fait des références à la crise de 29, on fait des références à différents crashs, le crash de 87, le crash de la bulle high-tech ou des choses comme ça. Mais on sent qu'il y a quelque chose de plus profond derrière. Et que sans doute, il y a un problème de partage, un problème de rapport à l'argent, un problème d'inégalité terrible, et qu'il y a sans doute un au-delà du capitalisme. C'est-à-dire que c'est pas la fin de l'histoire, le capitalisme, contrairement à ce qu'on a cru. C'est certainement pas le socialisme, l'avenir du capitalisme non plus, je ne crois pas, mais il y a peut-être quelque chose à inventer. Il me semble qu'on a vraiment besoin de la propriété. Les humains ont besoin de se mettre à l'abri du besoin. Ils ont un besoin viscéral, c'est une folie d'aller contre ça. On va se les mettre à dos, on va fabriquer des guerres civiles si on va contre ça. Et ça se comprend d'ailleurs. Et donc, il est important, et Friot fait ça parfaitement, de distinguer deux propriétés. La propriété d'usage, qui non seulement est défendable, mais elle est à généraliser. Tout le monde devrait être propriétaire d'une propriété d'usage, c'est-à-dire qu'on devrait être propriétaire de ce qu'on utilise, de ce dont on a besoin. La maison dans laquelle on vit, il faut qu'elle soit notre propriété, et il faut que nous soyons tous propriétaires de notre logement, propriété d'usage, à défendre et à généraliser. Donc c'est pas du tout l'idée qu'on se fait du communisme où on partage tout. Non, non, non. Donc Friot défend, et Friot je crois est communiste, donc il défend cette idée de la propriété d'usage en, par ailleurs, consciant la propriété lucrative. Alors, la propriété lucrative, c'est une catastrophe. La propriété qui consiste à gagner de l'argent grâce à la propriété qui permet d'imposer aux autres de travailler pour qu'ils nous rendent une partie de la valeur qu'ils ont créée juste en contrepartie de cette propriété qui devient un levier d'exploitation, et ça crée des rentes. Voilà. Cette propriété lucrative, pour Friot, et je suis d'accord, il faudrait la supprimer complètement. Notre corps social devrait réorganiser la propriété en généralisant la propriété d'usage et en interdisant la propriété lucrative. Les gens, je dis les pauvres, mais il faut comprendre, je parle des gens normaux, je parle des 99%. Les gens normaux se contenteraient tout à fait de la ou des maisons, des deux maisons qu'ils utilisent tout le temps. Ils s'en contenteraient tout à fait, quoi. Hein. Ça va, il n'y a pas besoin de 3, 4, 5 maisons, 10 maisons, mais pourquoi faire? Personne n'a besoin de ça. Et on trouve autre chose pour gagner de l'argent, on trouve autre chose que la propriété lucrative. Donc, la transition se ferait en obligeant simplement, tranquillement, les gens qui ont de la propriété lucrative, il faut qu'ils la vendent pour que les autres puissent l'acheter pour leur usage. Et progressivement, il n'y aurait plus que des propriétaires d'usage. Il n'y a pas besoin de leur prendre, hein, il suffit de les obliger à la vendre. Personne n'est lésé. Hein. Simplement, il faut qu'ils arrêtent de gagner de l'argent à rien faire
juste en étant à la tête d'un tas d'or qui leur permet de faire travailler les autres. Quand vous parlez d'étudiants qui vont vers la finance, c'est terrible, hein. C'est vrai que la finance, mais la finance, c'est des gangsters en costard, hein. C'est des voleurs, c'est des brigands, des gredins en costard. Ils sont très bien habillés, ils sont très bien coiffés, une très bonne tête, c'est des gens qui sont bien nourris, élégants, qui consomment de l'art, qui sont distingués, cultivés. Des gredins, des crapules, des voleurs en costard. Et ces gens-là ont des fortunes qui vont croissant. Hein. Le fait d'être ultra riche leur permet d'être encore plus riches chaque jour par le simple fait de leur richesse en jouant sur leur casino. Et ces gens-là ont les moyens de faire des ponts d'or à nos meilleurs enfants, nos enfants les plus valeureux, les plus imaginatifs, les plus rigoureux, les plus travailleurs. Nos meilleurs enfants, les gredins nous les volent en leur offrant des salaires mirobolants. D'un côté, il y a la richesse à vie, la richesse absolue, énorme, à vie, parce qu'on a dit « Ok, je vais bosser pour la finance ». On dit pas les crapules, on dit la finance. Alors on peut y aller si c'est la finance, c'est plus joli. Si on dit « Je vais travailler pour les crapules », les voleurs, les tueurs, là, leur conscience va les tirailler. Mais quand on dit la finance, quand on met des jolis mots pour cacher toutes les saloperies... Les gars qui ont fait Polytechnique, ils ont coûté les yeux de la tête à la nation. En formation, depuis leur temps. Ils se sont donné du mal aussi, mais ils ont coûté les yeux de la tête et ils sont, eux, enfants valeureux, ils sont une vraie richesse pour le pays. Et quand ils vont se mettre au service de canailles, c'est une trahison quand même. Hein. Je ne vois pas d'autre moyen que de prendre le truc à la racine. Tirage au sort et monnaie publique. Écrire nous-mêmes la Constitution et se débarrasser des riches, pas se débarrasser physiquement des personnes riches, empêcher quiconque de devenir trop riche. Et là, on asséchera le truc, ils pourront plus, puisqu'il n'y a plus de riches, on ne pourra plus se payer les enfants iront vers ce que leur créativité aurait naturellement, ils auraient été utiles à quelque chose dans la société, chacun son utilité, mais pas ce puits à compétences qui est ce repère de malfrats qu'est la finance. Friot nous montre cet exemple merveilleux, vraiment merveilleux parce qu'il est pédagogique, il est bien dans l'axe, il sert à montrer ce qui nous manque. L'exemple réussi des retraites, l'expérience réussie des retraites, où un corps social, notre pays, là, la France, a réussi à financer un service public, la retraite, de très grande envergure. 13% du PIB, le PIB c'est 2000 milliards, ça fait 260 milliards par an. C'est beaucoup d'argent. Nous sommes capables de financer un service de 260 milliards par an sans emprunter quoi que ce soit à personne. Sans emprunter, on n'a pas besoin de l'argent des riches, on n'a pas besoin de leur emprunter, on n'a pas besoin de payer d'intérêt, on ne doit rien à personne. Simplement, en ayant compris que, l'année prochaine, on sait combien il faut qu'on verse en retraite, l'année prochaine, dans 20 ans, on ne sait pas, mais de l'année prochaine, on sait très bien combien il faut qu'on verse en retraite, on sait très bien combien on va avoir de salaires distribués, donc il suffit de faire la division de ce dont on a besoin, ce qui peut rentrer dans les caisses et de ce dont on a besoin. Et on fait la division et on a le taux de cotisation nécessaire pour équilibrer le truc sans gaspillage, sans excédent, sans manque, jamais de trou, jamais de... l'équilibre absolu, garanti à vie, parce que chaque année, on calcule le taux des cotisations sur les salaires de l'année pour financer les retraites de l'année. Pas besoin de l'argent accumulé par les riches avant, pas besoin de l'argent futur des riches plus tard. Non, pas besoin d'emprunter de l'argent. C'est pas anticapitaliste. Le système des cotisations, qui est le système des retraites, le système des cotisations, c'est un système acapitaliste. C'est un système par lequel un corps social finance son économie sans avoir besoin de l'argent des riches. C'est pas une trouvaille, ça ?
attends, il est bancal parce qu'on le met en faillite. Ce qu'explique Friot, c'est que dans les années... Le système est équilibré par construction. Il ne peut pas être en faillite. Tous les ans, on a une croissance de 2-3%. Et là-dessus, il s'agit de prendre chaque année, quand on a une population qui vieillit, il faut augmenter légèrement le taux des cotisations retraite. Il faut les augmenter, mais c'est très léger si vous faites ça chaque année. Hein, c'est un pouillème, 2%. Donc vous augmentez un petit peu, vous le prenez sur la croissance, il vous reste encore beaucoup de croissance, c'est $1. Pour le corps social, c'est $1 de prélever sur la croissance le petit peu qu'il faut pour que le système des retraites et les autres systèmes soient équilibrés, c'est rien. Mais plus le diable en a, plus le diable en veut. Ces salauds du MEDEF ont réussi à obtenir de ces salauds du gouvernement de geler les cotisations retraite, les cotisations patronales, retraite dans les années 90. Ah non, mais attends, si tu fais ça, tu mets le système en faillite. Oui, ok, si tu fais ça, oui, si tu respectes pas le système qui fait que le système est toujours équilibré, si tu bloques l'augmentation, l'ajustement permanent des cotisations, effectivement, le système va se mettre à dépenser plus qu'il ne gagne, il va être mis en faillite, mais c'est crapuleux, c'est une faillite volontaire, c'est du sabordage. Nos élus, les gens qui nous représentent, ont mis en faillite crapuleuse le système des retraites. C'est pas du tout une faillite nécessaire, c'est pas le système qui est mal pensé, c'est que nous sommes trahis par nos maîtres. Alain, le philosophe formidable bonhomme, dit en 3 phrases très courtes, il résume le problème, c'est pas le problème, c'est la difficulté majeure du gouvernement représentatif, enfin, du prétendument représentatif. Il dit, le trait le plus visible de l'homme juste est de ne point vouloir du tout gouverner les autres, et de seulement se gouverner lui-même. Cela décide tout. Autant dire que les pires gouverneront, puisque les gens bons ne veulent pas gouverner, et que le gouvernement représentatif donne le pouvoir à ceux qui le veulent, organise une compétition entre tous ceux qui veulent le pouvoir, et nous avons juste le droit de désigner celui que nous considérons le meilleur parmi tous ces voleurs de pouvoir en puissance qui le veulent. Et finalement, le régime, notre régime actuel, soi-disant démocratie, donne le pouvoir à ceux qui le veulent. Alors que depuis Platon déjà disait qu'il ne fallait pas donner le pouvoir à ceux qui le veulent. Donc c'est une vieille affaire, on sait bien que ceux qui veulent le pouvoir ne sont pas les meilleurs. Alain dit, les gens bons ne veulent pas gouverner les autres. C'est ce qui fait que le tirage au sort, en donnant le pouvoir à n'importe qui, donc à des gens qui ne le veulent pas, a plus de chances de tomber sur des gens normaux, des gens bien, que l'élection qui, on dirait, nous sélectionne les pires. Les pires gouverneront, dit Alain. Il a raison. Les pires gouvernent. Les plus menteurs, les plus malhonnêtes, les plus traîtreux, les plus insensibles à la souffrance même de leurs amis. Tous ces gens-là qui sont coriaces, quoi, qui sont menteurs, qui sont les plus beaux parleurs, ceux à qui on donnerait le bon Dieu sans confession, tous ces gens-là, alors que c'est des crapules, tous ces gens-là sont armés pour accéder au pouvoir par l'élection, ils sont armés alors que ces qualités, entre guillemets, ne font pas du tout la démonstration qu'ils sont les meilleurs pour exercer le pouvoir. Pour exercer le pouvoir, il faudrait comprendre les gens, être capable de voir tous les intérêts et de les servir tous au mieux, la qualité de s'oublier soi-même en se mettant à la place. L'empathie devrait être une qualité fondamentale de quelqu'un qui est au pouvoir. L'empathie, la capacité de se mettre à la place des autres. La seule empathie qui est requise des candidats actuellement dans le cadre de l'élection, c'est être capable de comprendre l'électeur pour lui mentir, pour obtenir ses voix, mais après ça, quitte à le trahir. Le problème, c'est que quand nous défendons ce régime, nous défendons la compétence. Nous disons, si on les désigne, on va pouvoir désigner les plus compétents, en oubliant que l'honnêteté est bien plus importante que la compétence. Il vaudrait mieux qu'ils soient moins compétents, même beaucoup moins compétents, mais très honnêtes. Alors, il faut comprendre que quand je dis tirage au sort, je pense au tirage au sort plus toutes les institutions de contrôle des tirés au sort qui vont avec. Le tirage au sort, c'est pas sec, c'est pour remplacer pas l'élection par le tirage au sort. Le tirage au sort est au cœur de la démocratie, accompagné de
une multitude de contrôles, des contrôles avant le tirage au sort, des contrôles pendant le tirage au sort, des contrôles pendant l'exercice du mandat, révocabilité à tout moment, des contrôles à la fin du mandat, reddition des comptes, des contrôles même après le mandat, plus tard, quand on s'aperçoit que, oh là là, mais lui, il y a 10 ans, c'est lui qui nous avait entraînés dans cette galère. Hop, la graphe et paranomon, ou une procédure qui permet de revenir en arrière et d'incriminer cette personne qui avait induit l'Assemblée en erreur, qui l'avait conduite à l'erreur. Nous qui n'exerçons pas le pouvoir, qui avons besoin de représentants, l'élection consiste à contrôler nos représentants au moment de leur désignation. Au moment de désigner les représentants, l'élection nous dit « vous allez contrôler à ce moment-là le pouvoir ». Et ensuite, entre deux élections, vous renoncez au contrôle. Et vous recontrôlerez à nouveau au moment de la désignation. Et le tirage au sort, lui, il décale ce contrôle. On ne contrôle plus au moment de la désignation. On désigne n'importe qui parmi nous, avec des petits contrôles comme la docimasie, c'est-à-dire l'examen du minimum, quoi. Il faut quand même qu'il ne soit pas fou, qu'il ne soit pas un repris de justice, un affreux jojo. Donc il y a un minimum de contrôle. Il reste un minimum de contrôle au moment du tirage au sort, mais pas grand-chose. Et par contre, le contrôle, on le déplace. Si on choisit le tirage au sort, si on choisit la démocratie, on déplace le contrôle sur l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire que c'est pendant qu'il exerce le pouvoir qu'on va le contrôler. C'est intéressant, ça. Enfin, pour les élus, c'est pas intéressant. Parce que eux, ça les met au chômage, le tirage au sort. Donc, ils n'aiment pas cette idée. Ils trouvent ça populiste, démagogue, fasciste, antisémite. Enfin, ils trouvent tous les reproches les plus graves qu'on puisse faire à quelqu'un, ils les accumulent sur l'idée du tirage au sort parce que ils sont vraiment les élus sont très mis en danger par l'idée du tirage au sort. Donc, ils n'ont pas de mots assez sévères pour conchier cette idée. Mais ils sont malhonnêtes, enfin, ils sont jugés partis, ils ont quelque chose à perdre personnellement de grave. Et donc, je peux comprendre qu'ils n'aiment pas. Je sais bien que ce ne sont pas les élus qui défendront l'idée du tirage au sort. Et je ne m'attends pas à ça, je ne leur en veux même pas. Il n'y a que nous, la multitude, le peuple. Ce serait bien qu'on s'organise de multitude en peuple, justement, avec une conscience. Il n'y a que nous qui serons capables d'imposer le tirage au sort. Mais avant de l'imposer, il faut qu'on se passe le mot entre nous. Et pour se passer le mot entre nous, je trouve que cette présentation qui consiste à dire, en choisissant le tirage au sort, on ne renonce pas au contrôle, on le déplace. C'est-à-dire qu'on tire au sort, c'est vrai qu'on contrôle moins, voire presque pas, la désignation des représentants, mais par contre, on déplace ce contrôle pendant toute la période du mandat, avec une révocabilité à tout moment, une reddition des comptes à la fin, avec une capacité de punir les gens quand on considère qu'ils n'ont pas servi l'intérêt général, qui est tout à fait ce qui nous manque. Dans toutes les conversations des familles, vous voyez bien que les gens ils disent, mais il y en a marre de ces gens qui sont irresponsables, qui nous mentent sans arrêt et qu'on n'arrive pas à punir. Vous voyez quelqu'un comme Harlem Désir qui devient le patron du PS, alors que c'est un... Bon, je dis peut-être une bêtise, mais si j'ai bien compris, c'est un repris de justice. C'est quelqu'un qui a été condamné par la justice et qui se retrouve patron du principal parti du pays. Les gens voient bien qu'il y a une impunité chez les acteurs politiques et les gens, il me semble que les gens, la plupart des gens, même pas politisés, souhaitent une augmentation de cette responsabilité. Eh bien, le tirage au sort, si on le comprend comme un déplacement du contrôle du politique, en le déplaçant de la simple désignation vers l'exercice du pouvoir pendant le mandat, on se dit, mais c'est intéressant ce truc-là. En plus, alors le tirage au sort va permettre une rotation des charges, donc des mandats courts, non renouvelables, et donc un temps d'exercice du pouvoir, sachant que le pouvoir corrompt et que nous avons beaucoup à craindre de gens qui sont trop longtemps au pouvoir. Les mandats courts et non renouvelables vont permettre un exercice du pouvoir, un temps d'exercice du pouvoir plus court, et donc un risque de corruption moindre. Alors, il y a des objections à tout ça. Je sais bien qu'on me dit, mais si vous avez des amateurs, au lieu d'avoir des vieux briscards rodés à la politique, vous allez avoir des pieds tendres, quoi, des bleubites, des débutants qui vont se faire berner beaucoup plus facilement.
C'est possible. À mon avis, les élus se font rouler bien comme il faut aussi par les lobbies ou autres pressions. Mais il me semble qu'il est plus facile de corrompre, il est facile de corrompre quelqu'un qui vous doit quelque chose, celui qui vous doit son élection. Ben, vous le corromprez très facilement. Ça va être très facile d'obtenir de lui ce que vous voulez s'il vous doit son élection et sa future réélection. Quelle facilité pour le corrompre. Alors qu'au contraire, les tirés au sort, ils ne doivent leur élection à personne. Oui, il y en a quelques-uns que vous allez arriver à corrompre, mais vous ne les corromprez pas tous. Hein. Vous allez tomber sur des gens incorruptibles là-dedans, hein, des gens qui seraient très vexés d'être... Ils n'exercent pas longtemps le pouvoir. Ils ont l'intention de l'exercer bien. Et quand on va commencer à essayer de les corrompre, ils vont pousser des hauts cris et alerter tous les gens alentour. Il y en a peut-être quelques-uns qui vont se faire corrompre, mais ils ne se feront pas tous corrompre. Donc, à mon avis, le risque de corruption, il est beaucoup moins important avec des amateurs, bien sûr. La guerre que les Lumières ont menée contre l'Église a consisté à continuer ce travail qui avait été commencé d'une part par le protestantisme et ensuite par le jansénisme. Ça a été en fait de considérer que tout le monde n'était pas égaux et qu'il y avait des gens qui étaient faits pour diriger les autres. Et c'est contre quoi je m'insurge. Et pour reparler d'Étienne Chouard, puisqu'on en parlait tout à l'heure, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il essaye de voir comment le peuple peut essayer de récupérer le contrôle sur lui-même. Ben, c'est ça que je dis, c'est ça dont on parle. Et les Lumières, c'est comment dominer le peuple. C'est comme ça que ça s'est théorisé, c'est comme ça que ça s'est appliqué, c'est comme ça que ça marche encore. Élu de Dieu, élu du peuple, élu... J'en ai marre des élus. J'en ai marre des élus. Je suis en train de... C'est une crise d'adolescence, quoi. Hein. J'ai plus envie d'être... J'ai plus envie d'avoir des parents politiques qui décident tout à ma place. J'ai plus envie d'avoir des maîtres qui décident tout à ma place. Mais on n'a jamais eu de débat public éclairé, convenablement étayé, pour décider, voyons, entre l'élection et le tirage au sort, entre l'aristocratie, la fausse, hein, la plutocratie et la démocratie, qu'est-ce que nous préférons ? On n'a jamais eu ce débat-là, jamais. Moi, j'ai jamais même appris à l'école que le tirage au sort existait. On m'a appris à l'école la sottise, élection égale démocratie égale élection, répète mon petit, démocratie égale élection égale démocratie, répète mon petit. À la télé, on me dit élection démocratique. On me dit à la télé, dans les bouquins, dans les journaux, ils ont enfin la possibilité d'élire les gens, donc ils accèdent à la démocratie. On me le répète depuis 50 ans. Il faut un vrai travail sur soi-même pour s'émanciper de ce catéchisme. Je dis républicain parce que c'est même pas républicain, c'est même pas la chose publique, c'est même pas res publica, c'est la chose des riches, c'est la res, comment on pourrait dire, la res plutis, la chose des riches. Ils prennent tous les mots qui nous serviraient à nous défendre, qui nous serviraient à résister, qui nous serviraient à désigner le problème. Ils les prennent, ils changent le sens, ils imposent ce sens nouveau, et ce faisant, ils nous désarment. Quand ils appellent démocratie le régime actuel qui est son strict contraire, c'est génial, c'est malin comme tout, quoi. Hein. Nous aurions besoin de la démocratie, mais quand on dit « moi je voudrais la démocratie », on dit « mais mon vieux, vous l'avez, circulez ». C'est malin, hein. On dit j'ai besoin d'une constitution. On dit mais regardez, des constitutions, il y en a partout, ça sert à rien, ça change rien, c'est pas ça. Sur Terre, il n'y a pas de constitution. Il n'y a que des textes prétendument en constitution, mais qui n'en sont pas. Une constitution, ça devrait nous protéger contre les abus de pouvoir. Une constitution devrait instituer la puissance populaire contre ses représentants pour se protéger des abus de pouvoir de ses représentants. C'est l'inverse de toutes les constitutions du monde. Les constitutions du monde, au lieu d'être des protections, constitution égale protection. Au lieu d'être ça, les constitutions sont des prisons. Donc ce sont des non-constitutions, ce sont des anti-constitutions. Ce que nos élus appellent constitution, ce sont des anti-constitutions. Dans la Déclaration des droits de l'homme, ils avaient déjà vu le truc. Hein. Ils disaient une nation
qui n'a pas de garantie des droits ni de séparation des pouvoirs n'a pas de constitution. Donc ils arrivaient très bien à imaginer qu'il y a un texte constitutionnel qui fasse mal la séparation des pouvoirs. Ils diraient mais ça c'est pas une constitution. Et donc les libertés sont en danger. Mais on a intérêt à maintenir cette idée vivante. Une constitution sert à nous protéger. Une constitution c'est une protection. Et si la constitution c'est une prison, il faut refuser de l'appeler constitution. Robespierre tenait absolument à ce que la constitution soit une garantie en cas de coup dur. Il disait c'est pas important qu'un peuple soit aujourd'hui bien traité. Ce qui est important, c'est qu'il ait la garantie de ne jamais être maltraité. Et c'est ça à quoi sert une bonne constitution. C'est un bon contrat, ça protège contre dans les cas de coup dur. Un contrat, ça sert à rien quand tout va bien. Ça sert quand des choses vont mal. Donc il faut prévoir qui aura le pouvoir et comment on tranchera les problèmes quand les choses iront mal. Je suis pour un niveau de base politique, une cellule de base politique qui soit de petite taille. Et puis une organisation à grande échelle par le mécanisme de remontée des pouvoirs, par le mécanisme de la fédération. Fédération de communes me paraît être la Proudhon, quoi. C'est magnifiquement pensé par Proudhon et puis testé. Il y a des tas de pays dans lesquels la fédération existe, ça marche très bien, sauf que dans ces pays, le pouvoir vient d'en haut et il est mal contrôlé par les peuples en bas. Mais le mécanisme de la fédération et de la remontée des pouvoirs, il marche pas mal en Suisse, pourrait mieux marcher encore. Et à mon avis, c'est comme ça que nous devrions nous organiser. Et par ça, la fédération, elle peut monter. De l'État, on peut passer au groupement d'États et au continent et au monde éventuellement, mais après l'avoir rodé à petite échelle. Et avec une volonté qui vient d'en bas et pas d'en haut, comme en Union européenne, où en fait on se fait imposer le fascisme financier, parce que l'Union européenne, c'est le fascisme financier, voulu par les industriels et les banquiers, donc par la finance. Les fascistes financiers qui avaient financé Hitler et Mussolini ont financé et voulu l'Union européenne. Donc c'est la même chose qui continue avec d'autres moyens plus malins. C'est plus malin, l'Union européenne c'est plus malin que Hitler, mais ça revient au même résultat. Les syndicats ne servent plus à rien, les salariés n'ont plus de moyens de défendre leur salaire, le chômage généralisé est institutionnalisé par les institutions européennes, on pourrait développer. Tout ça conduit au même résultat que ce que voulaient ceux qui ont financé Hitler, c'est plutôt Hitler que le Front populaire. Donc les industriels et les banquiers voulaient Hitler pour se débarrasser, pour faire la peau aux républiques. Et l'Union européenne sert à ça. Il faudrait que les peuples se révoltent, mais ils ne se révoltent pas. Ils ont du pain et des jeux, ils ont du foot, ils ne crèvent pas la dalle, donc ils laissent faire. C'est inquiétant. Et donc sur le protectionnisme, oui, alors donc bien sûr il faut du protectionnisme. Je vous recommande un remarquable bouquin, un meilleur bouquin d'éco que j'ai remarqué, c'est passionnant à lire. Ça s'appelle Comment les pays riches sont devenus riches et pourquoi les pays pauvres restent pauvres. C'est un gars, Eric Reinert, dont la bibliothèque est incroyable. Il a 40 000 bouquins juste sur l'économie et qui les connaît, qui les articule pour essayer de comprendre dans l'histoire de la pensée économique quelque chose qu'on a compris depuis longtemps. On sait qui devient riche, pourquoi ils deviennent riches, et on sait qui devient pauvre, pourquoi il reste pauvre. On le sait depuis, mais longtemps. Et ce qu'il explique, c'est que ces explications connues depuis longtemps ont disparu des écrans radars de l'économie depuis des décennies. Depuis 50 ans, c'est incroyable. On ne voit plus, on devient inculte, même les bouquins disparaissent. C'est étonnant ce qu'il explique. Et le protectionnisme, qui n'est pas l'autarcie, qui est la protection de tout ce qui est vivant. Tout ce qui est vivant se protège. Tout ce qui est vivant, pour rester vivant, a besoin d'une membrane, une peau, une écorce. Tout. Il n'y a pas d'exception. Tout ce qui est vivant a besoin, mais un besoin vital, sinon c'est la mort, a besoin de son enveloppe. Cette enveloppe n'est absolument pas un mur, pas du tout, c'est une frontière. C'est-à-dire ça permet l'échange,
mais ça régule l'échange. C'est pas n'importe quoi. C'est pas le libre-échange qui est une folie mortifère. Le libre-échange n'a jamais fonctionné, sauf pour les multinationales. Les plus grands marchands s'engraissent, se goinfrent grâce au libre-échange. Mais les États, les nations, les pays qui ont appliqué le libre-échange, ce sont tous, que je sache, hein, peut-être que je me trompe, mais donnez-moi un exemple, se sont tous ruinés. Tous. Il n'y a pas un exemple de pays qui applique les règles du libre-échange et qui ne se soit pas ruiné. Tous les pays riches étaient protectionnistes et interventionnistes, se défendaient avec une membrane qui protège le vivant à l'intérieur et qui ne procède aux échanges avec l'extérieur que si c'est bon pour la cellule, pour l'être vivant, pour le pays. Pour moi, le protectionnisme, c'est ça, c'est nous protéger contre les concurrences déloyales, les agressions, les malhonnêtetés, les tricheries de toutes sortes. Et le libre-échange est une folie, mais pas pour tout le monde. Pour les multinationales qui veulent l'Union européenne, qui veulent le libre-échange, pour elles, c'est pain béni. Imaginez le libre-échange pour les multinationales. Elles n'ont plus qu'à choisir dans cet immense supermarché des travailleurs le moins cher où elles veulent. Éloge des frontières, remarquable, tout petit, hein, c'est un livre très fin, qui dit, alors il y a une formule qui m'a marqué, mais il y en a plein, il a plein de formules remarquables dans ce bouquin. Il dit, le riche voudrait se sentir chez lui partout sur Terre. Le riche voudrait être chez lui partout sur Terre. Or, Régis Debray dit, il est important que le riche ne puisse pas se sentir partout chez lui. Le pauvre, dans l'extrême dénuement de sa pauvreté, sa frontière, c'est sa dernière protection. Les pauvres ont besoin de frontières. C'est les riches qui ont besoin de l'abolition des frontières pour se sentir partout et vivre, passer d'un hôtel à l'autre. En plus, c'est une pensée imposée avec une pensée interdite. La pensée imposée, c'est il faudrait qu'il n'y ait pas de frontières. Et la pensée interdite, c'est il y a un degré d'immigration ou une quantité d'étrangers qui fait que le corps social disparaît, devient en danger, et ça c'est une pensée qui devient interdite. On est sommé de vouloir ou d'accepter n'importe quelle immigration, mais ça je trouve ça très colonialiste. Les pays colonialistes se débrouillaient pour que leurs proies, les États colonisés, soient l'équivalent d'un pays dans lequel il y aurait une immense immigration multiforme, soit ethniquement divisé pour fabriquer cette espèce de guerre civile permanente qui permet pendant qu'ils sont en train de se taper sur la gueule, qui permet de les piller. Le problème des riches, quand on essaye de se déprendre de leur emprise, quand on essaye de s'émanciper d'eux, c'est qu'ils ont compris et ils se servent abondamment. C'est terrible. Ils ont compris la logique du terrorisme, qui est celle de la mafia, qui consiste à terroriser les gens que vous voulez dominer. Alors on les terrorise absolument pas par le fer, le feu, et ensuite se présenter comme le protecteur, en échange de la docilité. Les armes chimiques, c'est un très très grand danger. Oui. Et Bachar a avoué qu'il avait des armes chimiques et bactériologiques. Oui. Et j'ai dit, comme d'ailleurs le président de la République, que notre réponse, ça vous répond, serait massive et foudroyante. Donc les armes bactériologiques et chimiques, j'allais dire, c'est encore plus épouvantable que tout le reste. Et donc la rapidité de la réponse doit être foudroyante. Mais Alain Juppé dit nous pouvons attaquer et nous passer de l'ONU s'il y a un risque de prolifération d'armes chimiques. Vous allez jusque-là ? Il y a des armes chimiques. Simplement, elles sont surveillées et les mouvements sont surveillés. Il n'y a pas de risque de prolifération ? Il faut surveiller, il y a toujours un risque possible. Tant qu'ils peuvent avoir le pouvoir avec les élections, ils sont républicains. Ils sont pour le suffrage universel. Tant que le suffrage universel leur donne le moyen d'acheter les élus et donc de mettre au pouvoir des gens qui sont leurs serviteurs à eux riches, ils sont républicains. Et puis quand les socialismes vrais montent
et font mine de gagner les élections comme à la fin du 19e, début du 20e, ils deviennent fascistes, les riches. C'est-à-dire que, de toute façon, ils veulent le pouvoir de gré ou de force. Et quand Chavez gagne les élections, eh ben, il sème la terreur dans le pays. Là. Il y a une insécurité au Venezuela qui est juste pas normale. Et je pense qu'elle est simplement alimentée par les plus riches qui sèment la terreur pour que les gens réclament de la stabilité. Les riches savent inquiéter les populations, quitte à semer le chaos, pour que les populations elles-mêmes réclament l'ordre. Ojalá que algún día el pueblo de los Estados Unidos tenga un gobierno con el que se pueda conversar. Ojalá algún día pronto, más pronto que tarde, ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina. No le pedimos más nada, que nos respeten, porque nosotros merecemos respeto. Dans l'état actuel de ce que j'ai trouvé, je trouve que le tirage au sort, et c'est pas, là encore, c'est pas un fétiche, c'est parce que par construction, c'est vachement malin. Le tirage au sort me paraît être un antidote, non seulement contre les riches passés, présents, mais aussi contre les prochains riches. C'est-à-dire, en fait, ça paraît être l'outil parfait pour désynchroniser le pouvoir économique et le pouvoir politique. Et donc empêcher cette accumulation de la puissance économique et de la puissance politique en plus, qui a depuis 200 ans et qui a donné ce qu'on appelle gentiment le capitalisme, et on devrait appeler ça le crapulisme. Le capitalisme, c'est beaucoup trop gentil. Ça ne montre pas que c'est des bandits, des voleurs qui dirigent et qui font la loi. Je ne suis pas sûr que ça serve à quelque chose de faire des prédictions parce qu'on se trompe tout le temps. On se trompe déjà dans l'analyse du réel, encore plus dans la prédiction. Bien sûr, moi je crains la guerre parce que je vois bien que toutes les conditions, ça ressemble quoi. Hein. Aujourd'hui, les conditions d'aujourd'hui ressemblent à l'avant-guerre. Ça ressemble. Avec les médias, c'est-à-dire ceux qui préparent l'opinion, qui sont achetés comme des savonnettes par les marchands de canons, ça ressemble. C'est terrible. Et vous voyez les médias qui nous préparent à la guerre avec la Syrie, qui nous préparent avec la guerre avec l'Iran. Ces médias qui nous préparent à la guerre, c'est quelque chose qui avait été un danger terrible, qui avait été très bien vu par les résistants à la fin de la guerre, quand ils ont pensé le programme du CNR, du Conseil national de la résistance. Ils ont dit qu'il faut absolument que les médias, les journaux, parce qu'il n'y avait pas encore la télé, les journaux soient à l'abri des forces d'argent, à l'abri des entreprises, quoi. Il ne faut pas laisser acheter les médias mais encore plus par les marchands de canons, quoi. On est fou d'accepter que Dassault, marchand d'armes, achète le Figaro. C'est ultra dangereux. Ça va nous amener à la guerre. Ça va nous amener à la guerre et en étant content de la faire, parce que tous les jours, nous répéter qu'il faut la faire, il faut la faire, il faut la faire. Là-bas, ils mangent des enfants. Là-bas, ils torturent les gens. Là-bas, c'est terrible, il faut qu'on aille les aider. Homs, au centre de la Syrie, 800 000 habitants. Une ville martyre, bombardée tous les jours. Soudain, des tirs. Un char de l'armée s'approche. Des snipers postés sur les toits tirent dans tous les sens. Il y a des enfants, des femmes, des vieux sur lesquels on tire à l'intérieur même de leur maison. Je me bats pour une cause juste. La nuit, des échanges de tirs. On continue. De petits groupes de soldats de l'armée libre harcèlent les positions de celles de Bachar el-Assad. Un combat inégal, pour le moment. Il faut écouter quelqu'un qui est... Lui aussi, il est traité en ce moment de fasciste, d'antisémite, d'extrême droite, alors que c'est un gars d'ultra-gauche, c'est un gars formidable. Michel Collomb, il s'appelle, un résistant belge, qui travaille contre la guerre,
Je pense qu'une première chose qui est prudente, c'est de se remémorer que chaque guerre est précédée d'un grand média mensonge. Quand les États-Unis ont attaqué le Vietnam, ils ont dit que c'est parce que 2 navires vietnamiens avaient attaqué leur flotte. Après, ils ont reconnu que c'était faux. Quand on a attaqué l'Irak, on a dit que c'est parce qu'il avait des armes de destruction massive, qu'il était complice d'Al-Qaïda ou toutes sortes de choses qui se sont avérées fausses. Quand on a attaqué la Yougoslavie, on a dit que c'est parce qu'il y avait un génocide au Kosovo. Un an après, j'ai eu un débat avec le secrétaire général, le porte-parole de l'OTAN. Il a dit ah non, on n'a pas dit ça, c'était faux. L'Afghanistan, on nous a dit que c'est parce qu'ils étaient responsables du 11 septembre. À chaque guerre, il y a un média mensonge. Après, on sait que c'est faux, mais le mal est fait. Et on sait aussi que ce sont des guerres qui poursuivent en fait d'autres objectifs et qui vont tuer beaucoup plus de gens que ce qu'on nous a dit. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que Ronnie Broman a dit au point de départ. Un peuple qui veut se libérer et changer ses dirigeants, il en a le droit. Vous n'avez pas le droit à sa place. Et déjà, avant la Première Guerre mondiale, les gens qui s'opposaient à la guerre, avant la Première Guerre mondiale, il y avait des gens qui s'opposaient à la guerre, qui disaient « il ne faut pas la faire, il n'y a pas de raison de faire cette guerre ». On les traitait de fascistes. On leur disait, on ne les traitait pas de fascistes, mais on leur disait « vous défendez le tyran, vous défendez les tyrans en étant pacifiste ». C'est fallacieux, c'est fautif comme raisonnement. Eh bien, Michel Colomb et lui aussi, aujourd'hui, Jean Bricmont aussi, tous ceux qui résistent à la guerre, Thierry Messant, qui résistent à la guerre, qui nous expliquent les mensonges qui sont fabriqués de toutes pièces pour nous faire croire qu'il faut faire la guerre. Depuis 1 an et demi, la presse occidentale et du Golfe se répand en mensonges sur ce qui se passe ici, faisant croire qu'il s'agit d'une révolution contre une dictature, alors qu'il s'agit d'un système de déstabilisation du pays pour amener à la chute de l'armée syrienne et au triomphe des intérêts sionistes dans cette région. Nous sommes ici au cœur de Damas même. La circulation est filtrée par des barrages de police, mais on peut se promener dans la rue. Le calme est revenu. Ceux qui pensent que, en diffusant de fausses informations qui pourraient donner l'impression que l'État s'effondre, les Syriens vont baisser les bras, se trompent, car leur histoire est autrement écrite. Ces gens-là sont diabolisés, vraiment diabolisés, avec les pires mots. Donc on dit des fascistes, antisémites, extrême droite. Ça nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Et voilà, cette espèce d'attirail d'intimidation se retrouve sur le dos de toute une série de personnes qui sont objectivement de gauche, qui s'occupent de la justice sociale et qui résistent à des plans de domination, des projets de domination, et qui se mettent en travers de la guerre. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. J'espère que les gens qui ne sont pas encore politisés ne vont pas se laisser intimider et dire « Oh là là, si on a dit que c'était un fasciste, c'est sûrement que c'est un fasciste. Oh là là, si on a dit qu'il était antisémite, c'est sûrement qu'il est antisémite. Oh là là, si on a dit qu'il défendait les tyrans, c'est sûrement qu'il défend les tyrans. » J'espère qu'ils ne vont pas être aussi crédules, qu'ils vont aller vérifier. Quand on dit Chouard est fasciste, est-ce que Chouard défend les tyrans? Est-ce que Chouard défend les tyrans? Il faut écouter ce qu'il dit vraiment. Enfin, moi, il me semble que le standard or, il est moins performant que la monnaie scripturale qu'on a inventée, qui est astucieuse, qui permet d'anticiper sur la richesse des gens, qui permet aux gens d'avoir leur activité avant d'accumuler l'argent, et donc ça leur permet de donner le meilleur d'eux-mêmes sans être limité par la quantité d'or qu'on aurait inventé, trouvé, découvert. Et si on ne découvre pas l'or, on peut pas avoir notre activité économique, c'est idiot. À mon avis, le standard or, ou la référence à l'or, je comprends qu'on la souhaite dans cette ambiance de mafia généralisée où les gens créent de la monnaie en dépit du bon sens pour financer des crapules qui devraient être en prison, et au lieu de financer donc tout ça paraît être fait en dépit du bon sens, mais je ne vois pas en quoi la référence à l'or, alors peut-être que je n'ai pas assez bossé sur le... J'ai reçu récemment quelques bouquins là-dessus, il faudrait que je planche sur les arguments de la thèse sur l'étalon or, le retour à l'étalon or, mais je ne suis pas du tout sur cette idée-là. Je préfère reprendre le contrôle de la monnaie scripturale
aux acteurs privés et la mettre sous contrôle public, pas sous contrôle des élus, mais sous contrôle des citoyens, donc avec des jurés citoyens tirés au sort et formés à la question monétaire. Et il y aurait non pas une assemblée citoyenne qui déciderait de la quantité de monnaie dont nous avons besoin, mais il pourrait y en avoir quatre coins du pays, tirés au sort, formés, tirés au sort. Et à l'issue de leur formation, c'est eux qui décideraient de la quantité qui est nécessaire pour nous en ce moment. Il nous en faut plus, et à qui on va la donner, ou il nous en faut moins, comment on va la détruire. C'est elles qui décideraient. Et quand les 4 assemblées, en discutant chacun de leur côté, donnent chacune une évaluation de ce qui leur semble nécessaire, si les 4 donnent une approximation comparable, on est vraiment... C'est Testard qui me donne... Jacques Testard, qui réfléchit sur le tirage au sort et l'utilisation en sciences. Et donc, il y a des techniques, qui fait des essais d'assemblées de tirage au sort qui sont tout à fait remarquables, intéressantes, et qu'il est en train de s'apercevoir que ça pourrait être étendu des sciences à la politique en général. Et je ne lui fais pas dire, je trouve que c'est vraiment tout à fait intéressant. Et ce qu'il dit, c'est que si vous avez peur d'une assemblée tirée au sort, eh bien, n'en tirez pas une, mais tirez-en 3 ou 4 ou 5, et faites-les délibérer chacune de leur côté. Et si elles produisent toutes le même conseil, la même recommandation, ça a quasiment une valeur scientifique. Aucun élu ne vous donnera une meilleure, ou aucun expert ne vous donnera une meilleure approximation de la bonne décision publique. Et donc on pourrait faire ça en matière monétaire. Il y a un très bon bouquin de Liétard qui explique l'importance de la monnaie fondante, des monnaies qui perdent de la valeur, et qui justifie cette idée avec cette idée majeure, que en dissuadant les hommes d'accumuler de la monnaie, parce que cette monnaie, elle perd de la valeur, en rendant cette aspiration inutile d'essayer de garder la monnaie, elle va fondre entre vos mains. On viendrait à bout de la cupidité, de tas de fléaux de l'humanité, de cette espèce de religion de l'argent, de pouvoir corrupteur terrible de l'argent. Alors il faut que ce soit dans des communautés qui l'aient voulu. Il faut qu'il y ait une conscience populaire qu'on a un vrai problème avec la monnaie et que c'est notre intérêt d'avoir une monnaie fondante. Il faudrait que le revenu de base, que le revenu minimum distribué à tout le monde sans condition et à vie, permette de ne pas travailler. Permette de dire non, votre travail dégradant, douloureux, inutile, pénible, chiant, ennuyeux. Il faudrait que ce travail-là, on puisse le refuser. L'objection qui vient tout de suite à l'esprit, mais comment allez-vous faire travailler les gens? Les gens ne vont plus travailler. C'est une illusion. Si vous aviez un revenu de base, est-ce que vous iriez encore travailler? Spontanément, environ 60% répondent « oui », comme avant. Environ 30% répondent « oui », mais plus à plein temps. Ou encore « je ferai autre chose ». Et environ 10% répondent ouvertement « d'abord dormir, et ensuite on verra ». Voyager, s'occuper des autres, reprendre des études. Si on instaurait un revenu de base, pensez-vous que les autres continueraient à travailler? Environ 80% répondent « non ». Probablement que la majorité ne serait plus motivée pour aller travailler. C'est quoi un travail pour lequel il faut se faire motiver? Sans doute pas le travail que l'on fait pour soi-même. Pour celui-là, on se motive tout seul. Quelle est la motivation pour le travail? Là, ce sont des enfants qui travaillent, tout à fait normal, à une certaine époque. Et nous, on continue à acheter. On ne sait pas très bien, la marchandise vient d'Extrême-Orient. C'est là-bas qu'est exécutée aujourd'hui une grande partie de ce qu'on appelle les sales boulots. Ou alors, si c'est chez nous, on aime bien avoir des gens qui viennent d'ailleurs. De temps à autre, il peut se faire qu'il manque des papiers, des contrats et la sécurité minimale. Et les congés maladie? Les sales boulots, comme on dit, ne sont pas forcément sales en soi, mais plutôt à cause de la sale idée que l'on s'en fait, de leur faible rémunération et des mauvaises conditions de travail. Les humains ne sont pas oisifs par nature. Les humains sont actifs par nature. Libérez-les
de la malédiction d'avoir à gagner de l'argent à tout prix, en se soumettant à la domination du maître qui a de l'argent et qui est distributeur et qui va vous faire travailler à son profit. Libérez-vous de ça. Vous allez rendre possible ce qui vous grandit, ce qui, à votre avis, vous grandit. Vous allez pouvoir enfin faire ce qui vous semble beau et bon. Bon pour les autres, bon pour vous-même. Et alors on nous répond, mais comment ferez-vous faire les travaux difficiles ou pénibles que personne ne veut faire? De deux choses l'une. Ou on les automatise. On ne le faisait pas pour l'instant parce que c'était tellement pas cher de faire travailler des esclaves que ça ne valait pas le coup d'automatiser. Maintenant qu'il n'y a plus d'esclaves qui acceptent, il faut automatiser. Ça coûte plus cher, tant pis. Si on tient vraiment à cette tâche, eh bien on l'automatise. Ou bien on l'interdit, on la supprime cette tâche. Elle était dangereuse, eh bien on ne la fait plus. C'était immoral de la faire faire à des esclaves parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement et on leur faisait faire les tâches dangereuses parce que c'est complètement indéfendable. Non, on l'interdit cette tâche. Elle était dangereuse, on arrête. Ou bien, il y a vraiment des tâches qui sont ingrates, dont on a absolument besoin, eh bien on fait un tour. On fait un tour, chacun, un jour par an, le fait. Il y a d'autres manières que de condamner à l'esclavage des pauvres hères en les forçant, parce qu'il y a une espèce de chantage à la misère. Et les réponses de Friot sont remarquables. Il faut travailler sur le revenu. Alors, Friot n'appelle pas ça le revenu de base, il appelle ça, lui, il tient au salaire à vie. Le salaire à vie avec une qualification personnelle. C'est-à-dire que quand vous perdez votre boulot, vous ne perdez pas votre qualification, comme les fonctionnaires. Vous ne perdez pas votre qualification, vous ne perdez pas votre salaire, vous ne travaillez plus, mais on va vous trouver un autre boulot. Le temps qu'on vous trouve un autre boulot, vous continuez à gagner votre salaire qui ne dépend pas de votre poste, qui dépend de votre qualification, qui ne vous quittera pas, que vous ne perdrez jamais. Tous ceux qui exploitent le travail des autres seraient bien embêtés. Et les gens ne s'arrêteraient pas de travailler. Les gens continueraient à faire des tas de choses. Mais utiles, uniquement utiles. Agréables, uniquement agréables. Le grand défi du revenu de base, c'est que chacun doit réapprendre à vivre. C'est ça l'essentiel. Et là, nous en sommes tout au début. Pas pour le financement. Le financement est acquis. La difficulté, c'est la liberté.